Donc, je vais vous présenter très brièvement et très simplement, j'espère, les quelques recherches que je fais à la KUL et qui sont dans le domaine des matériaux polymères composites. La question ici que je vous pose et que je me pose, c'est liée à l'utilisation ou non de nanoparticules dans les polymères composites classiques. Donc, je vais d'abord expliquer ce qu'est un polymère composite. Pourquoi est-ce qu'on aurait un intérêt à y ajouter des nanoparticules? Quels sont les challenges auxquels on doit faire face et comment la simulation peut aider à mieux comprendre ce qu'il se passe quand on ajoute des nanoparticules dans les polymères composites et, on l'espère, à améliorer finalement ces matériaux. C'est pas grave. Désolé, c'est toujours comme ça, mais c'est pas grave. Ah. Là, tout est bloqué. Ok, on va essayer de faire ça comme ça. Donc, juste pour vous présenter l'endroit où je travaille. Donc, c'est sur le campus Arenberg, donc ça est Everley, à côté de Leuven. Et donc, on a la chance de travailler dans un environnement qui est relativement plaisant. Donc là, on a le château d'Arenberg. C'est très vert. On a la tour IMEC, si vous connaissez IMEC, qui est juste à côté. Ok, IMEC. Donc c'est relativement intéressant. Bon, c'est un peu loin de Mons. J'habite toujours du côté de Jurbis, donc je fais la route tous les jours, je prends le train. Mais c'est relativement plaisant. Donc c'est le département Materials Engineering. Oui, tous mes slides sont en anglais. Je suis désolé, mais comme vous le savez, le français n'est pas la langue usitée à Leuven. Et donc ce département regroupe à peu près une vingtaine de professeurs. On y travaille sur les métaux, principalement en fait, sur les céramiques, les biomatériaux et les matériaux polymères. Il y a à peu près une centaine de thésards, donc c'est un département à forte connotation recherche. Donc, pour fixer un peu l'ordre des choses, qu'est-ce qu'un matériau, en français dans le texte, c'est matériau polymère à renfort fibreux. Pour faire court, j'ai appelé ça polymère composite. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau composite, donc constitué au minimum de fibres, la plupart du temps sous la forme de textiles, fibres de carbone, fibres de verre, fibres polymères, mais aussi de plus en plus fibres naturelles. Donc ici, ce sont des fibres de bambou, mais on utilise aussi beaucoup les fibres de lin, parce que c'est disponible localement dans le nord de la France et en Belgique. Et aussi le chanvre, pas pour le fumer, mais pour l'insérer dans des matériaux composites. Et donc, à ces fibres, on va y ajouter un polymère pour donner une forme à un matériau. Comme polymère, on utilise tous les polymères disponibles, thermoplastique, thermodure, élastomère non, mais principalement, on va dire, thermodure comme l'époxy. Donc ces matériaux ont l'avantage par rapport aux métaux. Donc les métaux sont nos grands concurrents, si je peux dire. Ont l'avantage d'avoir des propriétés mécaniques comparables, mais être plus légers. Donc dans tout ce qui est application de transport, ça a son importance. Ce sont des matériaux multifonctionnels, donc on va chercher à avoir des propriétés mécaniques, mais aussi des propriétés de conductivité électrique et des propriétés de conductivité thermique au sein d'un même matériau. Ils sont recyclables, plus ou moins. Si on pense aux fibres naturelles, là, ça semble relativement évident. Mais classiquement, ces fibres naturelles vont être imprégnées par de la résine époxy qui n'est pas recyclable. Donc là, il y a encore beaucoup de challenges dans ce domaine pour s'assurer de la recyclabilité des polymères composites. Donc quelques applications. Oui, donc aujourd'hui, parler d'avion n'était pas le meilleur jour. Mais bon, sachez que lorsque vous voyagerez, j'espère, dans un Boeing ou dans un Airbus, que ces avions sont faits à 50% de polymères composites. Donc principalement des fibres de carbone imprégnées par de l'époxy.
Ce qui est éolienne est principalement fait à partir de fibres de verre et de fibres de carbone aussi. Et on a des concept cars faits à partir de fibres de carbone mélangées avec de l'époxy une nouvelle fois. Au niveau des applications liées à l'industrie automobile, les polymères composites n'ont pas encore atteint, je dirais, les productions de masse, parce que les temps pour produire les pièces ici sont très très courts, ce qui est un inconvénient pour les polymères composites. Mais beaucoup d'applications sont à ce jour disponibles pour les matériaux composites. Un nouvel aspect qui est très tendance actuellement est de considérer les matériaux polymères composites non pas seulement parce qu'ils vont apporter des propriétés mécaniques, mais aussi des propriétés électriques. Donc on va parler de batteries structurelles. Les fibres de carbone sont conductrices à un certain point, et donc on peut penser à utiliser ces matériaux composites pour s'assurer des propriétés mécaniques en combinaison de propriétés électriques, de manière à avoir au sein d'une porte d'une voiture ou d'un toit d'une voiture à la fois une batterie, mais aussi un matériau qui va nous protéger en cas d'accident. À Leuven, nous cherchons principalement à améliorer les propriétés mécaniques. Donc on a notre Saint Graal à atteindre, qui est un matériau qui réunirait trois propriétés. Propriété de résistance à la déformation, donc un module de Young élevé, une contrainte à la rupture qui est élevée, et une ténacité, donc la capacité à absorber de l'énergie, qui soit aussi élevée. Donc ça, c'est un peu notre but ultime. Après, si on peut combiner ces propriétés mécaniques avec des propriétés de conductivité électrique, à ce moment-là, on va vers vraiment une bonne direction. Donc à Leuven, nous avons tous les instruments possibles et imaginables pour caractériser les propriétés mécaniques, donc des tests de traction, de compression, de flexion, de fatigue, en humidité contrôlée, température contrôlée, bref, tout un panel d'équipements qui peuvent nous renseigner sur la bonne combinaison fibre-résine. Donc, comme je le disais, l'idée d'avoir ce genre de courbe typique, donc là c'est un test de tension, on va clamper un spécimen entre deux morts et on va tirer sur le mort et on va mesurer l'élongation du composite en fonction du stress qui lui est imposé. Et donc, on va typiquement obtenir ce genre de strain stress curve où on va pouvoir obtenir la résistance à la déformation, la contrainte à la rupture, l'élongation, la déformation à la rupture, et ce qui est en dessous de la courbe est peut-être caractérisé comme étant la ténacité. Donc, on veut la plus grande résistance à la déformation, la plus grande ténacité et la plus grande contrainte à la rupture. Donc comment obtenir ces trois propriétés en un seul matériau? Donc soit on peut choisir le bon couple fibre et résine, mais on peut aussi penser à ajouter quelques types de nanoparticules comme les nanotubes de carbone. Pourquoi? Parce que ces nanotubes ont des propriétés intrinsèques exceptionnelles. Mécanique. Donc là, vous avez une comparaison entre les propriétés, enfin deux propriétés des CNT et des fibres de carbone. Donc pas de doute, au moins théoriquement, ces petites particules ont des propriétés mécaniques excellentes. En même temps, ces nanotubes ont des propriétés de conductivité thermique améliorées et aussi des propriétés indirectement qui peuvent aider à améliorer l'aspect multifonctionnel, puisque ces nanotubes peuvent être greffés ou déposés sur des fibres de carbone de manière à augmenter les surfaces de contact et donc à avoir des batteries, des supercapaciteurs de meilleure qualité. Donc, théoriquement, ces nanotubes est le matériau par excellence pour venir nous aider à renforcer les polymères composites. On peut aussi penser à fabriquer des fibres de carbone à partir des nanotubes.
Donc ça, c'est une nouvelle tendance aussi. Donc à partir d'une forêt de CNT, on va venir extraire ou tirer sur quelques CNT et presque facilement, vous allez pouvoir former des fibres de carbone faites à partir de CNT. Donc ces fibres de carbone, vous avez une image SEM ici, ont une taille de l'ordre, un diamètre de 5 à 7 microns, donc ce sont des vraies fibres microscopiques, mais elles sont faites de millions de petits nanotubes de carbone. Donc, le challenge est de mélanger, et bien mélanger, ces nanotubes à la résine et aux fibres, avec l'idée de transférer les propriétés exceptionnelles de ces CNT aux matériaux composites, à l'échelle macroscopique. Donc on va essayer de mélanger, par exemple, l'époxy, qui est une matrice bien utilisée dans le domaine des matériaux composites, les fibres de carbone et des CNT, de manière à avoir un matériau polymère composite qui soit exceptionnel. Quelques questions. Comment est-ce qu'on fait pour les ajouter? Au final, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans la matrice? Est-ce qu'ils sont bien dispersés dans la matrice? Est-ce qu'ils sont autour des fibres? Quelle concentration on doit utiliser? Quel type de CNT? Des CNT, il y en a des dizaines. Un mur simple, simple paroi, double paroi, triple paroi. Quelle longueur? Quel diamètre? Et pour quelle amélioration? Donc ça, ce sont des questions auxquelles on essaye de répondre à Leuven. Peut-être que j'aurais dû présenter ce slide avant, au cas où vous ne sachiez pas ce qu'est un CNT. Mais c'est, on va dire, une paille à l'échelle nanoscopique. Donc c'est un tube. Ce n'est pas tout le temps un tube, en fait. Un tube est, je dirais, ouvert aux extrémités. Quelquefois, les CNT ne sont pas ouverts. Donc là, on va plutôt parler d'une nanofibre. Et ces CNT ont deux propriétés très, très importantes. La première, c'est qu'ils sont petits. Oui, ils ont un diamètre de l'ordre de quelques nanomètres, mais ils sont longs à l'échelle nanoscopique. C'est-à-dire qu'un CNT peut faire quelques micromètres de longueur. Donc vous avez un tout petit diamètre, quelques nanos, mais une longueur gigantesque par rapport à l'échelle nano. Je crois que le record du monde, c'est 1 demi-mètre pour un seul CNT. Deuxième chose à se rappeler, c'est que pour synthétiser ces CNT, on a besoin d'un substrat et d'une petite particule métallique ici. Les atomes de carbone vont diffuser sur la surface, s'agglomérer sur cette particule, ou dans cette particule, ce n'est pas clair, pour finalement croître et former un nanotube. Donc si on veut un nanotube, on a besoin d'une petite particule ici, d'oxyde de nickel ou d'oxyde de fer. Donc juste, je voudrais que vous vous rappeliez deux choses. Un CNT, c'est long, contrairement à ce qu'on peut croire. Et deux, on a besoin de cette petite particule pour le fabriquer, pour le synthétiser. Donc là, vous avez une idée des ordres de longueur. Ça peut être réellement macroscopique. Même si, au niveau diamètre, c'est réellement dans l'échelle nanoscopique. Donc, si je prends une vue très, très naïve de ce qu'est un polymère composite, on a ce genre de choses. Une fibre de carbone, une fibre de verre, qui est imprégnée par une matrice polymère. Et à ces deux composants, on va ajouter des CNT. Alors, soit les CNT, on va essayer de les disperser dans la matrice, ou soit on peut les faire croître directement à la surface de la fibre. Donc, on va déposer sur la surface de la fibre une petite particule de catalyseur, et le CNT va croître à partir de cette particule. Donc, nous avons la fibre, le CNT, le catalyseur, la matrice. Nous avons 4 composants, 4 matériaux qui sont combinés. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'interfaces. Beaucoup d'interfaces au sens large, pas seulement liquide-solide, mais aussi solide-solide. Et moi, c'est ce qui va m'intéresser. Comment peut-on améliorer les interactions entre tous ces éléments pour finalement avoir des propriétés mécaniques qui sont elles aussi améliorées? Donc, comment étudier les interfaces? J'imagine que peut-être pas encore, mais vous allez avoir un cours sur les surfaces et interfaces.
Voici ma vue d'une surface à l'échelle macro. C'est-à-dire, oui, c'est une frontière qui va délimiter deux matériaux ou deux parties de matériaux, mais étudier une ligne, bon, pour moi en tout cas en tant qu'ingénieur, je ne suis qu'un ingénieur, c'est très difficile. Donc on va essayer d'aller voir un peu à l'échelle nano ce qui se passe, si je peux. Voilà, donc on peut expérimentalement voir une interface, ce qui est déjà pas mal. Mais on a besoin d'un thème, donc un microscope électronique en transmission, c'est-à-dire que vous avez à peu près besoin d'1 million ou 2 millions d'euros. Mais après, vous avez des jolies images comme celle-ci, où vous voyez, enfin, vous peut-être devinez qu'ici, on a une interface entre l'époxy, donc qui est la matrice polymère, et une nanofibre de carbone, on va dire. Donc on voit quelque chose. À vrai dire, on ne voit pas grand-chose. On devine surtout, et surtout c'est une image statique. Donc on a une vue à un moment donné d'une interface et c'est tout. Et pourtant on a un thème donc, qui coûte relativement cher, qui a un appareillage très très avancé, et pourtant on n'a pas beaucoup plus d'informations. Donc ce dont on a besoin, c'est d'aller à l'échelle atomistique. Là, vous l'aurez deviné, ceci n'est pas une image réelle, c'est une image de simulation. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser les simulations à l'échelle nanoscopique pour mieux comprendre les interfaces. Quelle technique je vais utiliser? Quelque chose de très simple. Je pense que c'est la seule équation dans ma présentation, mais je pense que vous la connaissez bien. On va utiliser la seconde loi de Newton, F égale ma. Donc ça, vous le connaissez bien à l'échelle macro. Ce qu'on va faire, c'est utiliser cette même loi réellement, mais à l'échelle de l'atome. Donc, au lieu d'avoir des pommes, on va avoir des molécules. Bien sûr, la difficulté réside dans F ici. Quelles sont les forces que l'on va modéliser, qu'on va utiliser pour modéliser les interactions entre atomes? Bien sûr, on peut oublier la gravité. Je ne devrais pas dire ça ici, mais on peut, dans ce cas-là, oublier la gravité. Mais donc, on va devoir utiliser ce qu'on appelle les champs de force qui vont modéliser les interactions entre atomes. C'est pas simple, en fait, pas du tout, mais je ne vais pas en parler ici. Bref, si on a les positions des atomes à un moment donné, si on a les forces, si on peut calculer les forces exercées sur ces atomes, à ce moment-là, on peut calculer l'accélération de chaque atome et par intégration successive, obtenir la vitesse de chaque atome et la position de chaque atome en fonction du temps. Voilà ce qu'est en 30 secondes la dynamique moléculaire. Bien sûr, ce n'est pas si simple. Donc, si on utilise la dynamique moléculaire, on peut, enfin, et pas seulement, hein, beaucoup d'autres techniques de simulation, on peut arriver à ce genre de graphe, donc ça ne vient pas de moi, ça vient de Ramat en 2011, qui a collecté les recherches de beaucoup de chercheurs et qui a ploté sur un même graphique différentes propriétés et les améliorations qui ont pu être prédites via les simulations et mesurées réellement. Si on était dans le meilleur des mondes, on aurait un bon accord entre ce qui est prédit et ce qui est mesuré. Si vous faites un peu attention, vous allez voir que vous avez des triangles ici en haut, principalement. Et les triangles, ce sont les simulations. Donc, grosso modo, les simulations vont prédire des améliorations entre 100% et 10 000%. Alors que les expériences, elles, vont prédire, pas prédire, mais vont effectivement caractériser des améliorations entre 10% et 100%, ce qui semble déjà plus réaliste. Ce que nous dit ce tableau, c'est que les simulations ne sont pas très reliable, comme on dit en anglais, ne sont pas très fiables. Parce qu'une amélioration de 10 000%, je voudrais bien voir ça dans la réalité. Donc, il y a vraiment un désaccord, je dirais, entre ce qui est prédit et ce qui est simulé. Donc, mon travail est d'améliorer
les simulations pour les rendre plus fiables. Pardon. Et je porte mon intérêt ici sur deux types de simulations. Donc, il y a quelques minutes, je vous ai demandé de vous rappeler de deux types de caractéristiques. Un, la longueur. Donc, les CNT sont longs, à l'échelle nano, bien sûr, hein, c'est relatif. Donc, nous devons modéliser, je dois modéliser des CNT longs, ce qui n'est pas le cas principalement actuellement. Deuxième chose, la présence de ces catalyseurs. Elle n'est pas prise en compte dans les simulations. Donc les prédictions liées aux propriétés mécaniques des CNT le sont sur des CNT, je dirais, parfaits. Donc j'étais curieux de savoir quelle serait l'influence possible de la présence de ces nanoparticules de catalyseurs sur les propriétés mécaniques des CNT. Donc premier type de simulation, propriétés mécaniques. Donc là, vous avez un CNT, donc deux parois, sans oxyde de nickel ou de fer, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on va faire. Donc en fait, on va fixer cette partie-ci. Cette partie-ci est libre, et on va tirer sur cette partie-là. Et pendant la simulation, on va pouvoir mesurer l'allongement et le stress qui est exercé sur chaque atome, de manière à obtenir le stress exercé sur le CNT et pouvoir obtenir les fameuses courbes strain-stress. Est-ce que ça va marcher? Ouais. Donc, il n'y a rien de spectaculaire, hein, on va tirer dessus jusqu'à ce que ça casse. Mais au moins, on va avoir une bonne prédiction des propriétés mécaniques pour un CNT parfait, sans présence d'oxyde de nickel ou de fer. Bien sûr, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, la température, la vitesse à laquelle on tire dessus, le champ de force, mais classiquement, c'est ce que vous pouvez obtenir. Il y a des films sur YouTube à propos de ce genre de choses, donc c'est classique. Ce que je vais simplement ajouter, très très humblement, c'est une particule de nickel d'abord dans le tube, et voir ce qui se passe. On fait exactement le même type de simulation. On tire sur le tube, sur les extrémités du tube, et on voit ce qui se passe. On va mesurer l'élongation, on va mesurer le stress, et on va vérifier, oui ou non, si le tube, par exemple, fracture de manière prématurée à cause de la présence de la particule. Déjà, on peut voir que ça casse au niveau de la particule. On va complexifier un peu la simulation, pas tant que ça reste relativement simple en termes de géométrie initiale. Ici, on va mettre une particule, non pas dans le tube, mais à l'extérieur, et entre deux tubes. Et ici, ce n'est pas une particule pure fer, mais un oxyde de fer. Et on fait la même chose encore. Une fois qu'on a trouvé le filon, on tire dessus. C'est le cas de le dire. Alors, on tire sur les CNT. Et pareil, même histoire, on va essayer de mesurer les propriétés mécaniques. Là, déjà, on voit que la particule est capable de fracturer non seulement un tube, mais les deux tubes à la fois. Et voilà le genre de... Donc je skip beaucoup d'étapes, hein, je vais directement à la conclusion. Mais ici, vous avez un graphique qui vous montre la contrainte à la rupture pour différents CNT sans nanoparticules et avec des nanoparticules. Donc déjà, si on porte son attention sur ce point-là et sur ce point-là, on voit que lorsqu'on ajoute une particule pure de nickel ou de fer, on va diminuer assez largement la contrainte à la rupture. Et on a toute une faune ici de nanoparticules qui va nous permettre de vérifier l'influence en fait, de la concentration relative en nickel ou en fer. En résumé, plus vous avez de nickel et de fer, et plus le tube va avoir des propriétés mécaniques affaiblies. Et ça, ce n'est pas connu en fait.
pas encore. Par vous maintenant. Mais donc on est en train d'écrire un papier avec Penn State sur ce type de recherche. Ce qui veut dire aussi, c'est que lorsque vous achetez des CNT, je ne sais pas si vous achetez des CNT, moi j'en achète, pour les mettre dans les polymères composites, on a des datasheets qui nous disent, voilà, propriété de CNT, c'est tant. Mais en fait, pratiquement, ce n'est pas vrai. Parce que dans les CNT que vous pouvez acheter chez Nanocil, qui est à Charleroi, par exemple, on sait, ce n'est pas un secret, hein, on sait qu'il y a 10% de quelque chose qui n'est pas du carbone. Ce quelque chose, c'est des particules, c'est un substrat d'aluminium, et ces 10% peuvent avoir réellement un effet néfaste sur les propriétés. Donc le message est de dire, essayez de purifier vos CNT, mais à ce moment-là, ça coûte cher, et bon, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Oui, pourquoi le CNT se casse en fait? Donc là, on a une très bonne corrélation entre la stress strain curve ici, en ligne pleine. Donc vous avez le stress. Et en fait, en ligne pointillée ici, vous avez ce que je peux résumer par être le nombre de liaisons covalentes nickel-carbone. Donc pendant la simulation, avant rupture, ce nombre de liaisons est faible et constant. Mais à un certain moment, il y a une rapide augmentation du nombre de liaisons nickel-carbone. Si vous augmentez le nombre de liaisons nickel-carbone, vous diminuez le nombre de liaisons carbone-carbone. Donc ce que vous faites, c'est que vous coupez le CNT. Et donc à partir d'un moment, lorsque le nombre de liaisons nickel-carbone est trop élevé, on va dire, le tube se casse. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui. OK, donc on peut aller au deuxième challenge, qui est de modéliser des longs CNT. Longs CNT, pourquoi? Parce qu'on sait que les CNT, en réalité, ils sont longs. OK, donc ça veut dire qu'ils peuvent, sous l'effet de l'agitation thermique, se courber. Ils peuvent s'enchevêtrer. Ils peuvent s'agglomérer. Et il est très difficile, en fait, de les densifier de manière à avoir des propriétés mécaniques élevées. Mais tous ces critères ici, ou ces caractéristiques, ne peuvent être prédites que si on a une longueur suffisante qui est modélisée. Donc comment faire? Est-ce qu'on va utiliser la dynamique moléculaire? Oui et non. C'est-à-dire que la dynamique moléculaire, pure et dure, va considérer comme brique élémentaire de mon système un atome. Mais si je dois modéliser 2 micromètres de CNT, je vais avoir besoin de millions d'atomes. C'est possible, mais j'ai besoin d'un super hypercomputer, ce que je n'ai pas. Par contre, j'ai un cerveau et j'essaie de l'utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est passer d'une description atomistique à une description, ce qu'on appelle mesoscale, ou coarse grain. C'est-à-dire que je vais devoir faire un compromis pour passer à une échelle supérieure. Je vais devoir oublier un peu tous les détails atomistiques pour non pas modéliser chaque atome, mais des billes qui vont représenter un segment de mon CNT. En faisant cela, je vais pouvoir abaisser le coût en calcul de mes simulations et à ce moment-là, j'aurai accès à des CNT longs. Donc, il y a toute une procédure, mais typiquement, voilà ce qu'elle est. Je vais faire une simulation à l'échelle atomistique avec un seul CNT, ça c'est faisable. Donc là, vous avez la courbe en noir telle qu'on la connaît. Et je vais avoir mon modèle de billes qui va essayer de reproduire cette courbe à l'échelle méso. Bien sûr, je vais perdre des caractéristiques, mais le plus important pour moi est de pouvoir retrouver ici la contrainte à la rupture et la déformation à la rupture. Donc j'ai un modèle effectif qui est juste capable de me trouver ce point-là. Mais pour moi, c'est suffisant. Donc je fais ça en tension, je fais ça en bending, en flexion. Je pense qu'il y a un petit film ici. Donc ça, c'est la simulation à l'échelle atomistique. Et je vais essayer de reproduire ça à l'échelle mésoscopique en ajustant les paramètres de mon champ de force. Je vais faire ça pour déterminer l'énergie d'adhésion entre mes CNT à l'échelle atomistique et à l'échelle coarse grain, mésoscopique,
pour pouvoir trouver quel est le champ de force qui va bien me modéliser à l'échelle coarse-grain mes CNT. À partir de ce champ de force effectif, peut-être, c'est le suspense. Voilà le type de simulation qu'on va pouvoir faire. Donc non seulement on n'a plus un seul CNT ou deux CNT, ici on a 36 CNT, vous ne les voyez pas bien parce qu'ils sont alignés, 36 CNT qui font 100 nanomètres de long. C'est relativement court encore, mais c'est une échelle qui n'est pas accessible si l'on considère des simulations vraiment atomistiques. Et donc lorsqu'on met... Donc c'est la même simulation mais vue de côté et de haut. Donc déjà ce qu'on peut assez simplement voir, une fois qu'on a le champ de force qui est bien paramétrisé, c'est l'agglomération de CNT. Donc c'est juste une simulation qui permettait un peu de valider le champ de force. Donc pour l'instant, on a des CNT secs. Et on sait que ces CNT vont être imprégnés par une résine. Donc on a besoin de modéliser un liquide maintenant à l'échelle mésoscopique. Donc ça, c'est la prochaine étape. Alors quel liquide? Alors, je ne vais pas commencer par un liquide complexe. Je vais commencer par l'acétone. Pourquoi l'acétone? Parce que l'acétone est utilisé pour densifier les fibres à base de nanotubes de carbone. Donc, comment modéliser l'acétone à l'échelle mésoscopique? Donc, en utilisant un champ de force qui est compatible avec le champ de force coarse-grain des CNT, simplement en utilisant un potentiel de Lennard-Jones. C'est très très basique, mais ça fonctionne très bien. Et quelles sont les propriétés que je vais pouvoir calculer, ou je vais devoir retrouver? La tension de surface, la densité et le coefficient d'autodiffusion, qui est lié à la viscosité. Donc le but ici est de trouver les paramètres du potentiel de Lennard-Jones qui vont permettre de retrouver les valeurs expérimentales de ces trois propriétés. Donc j'ai deux paramètres sur lesquels je peux jouer et j'ai trois propriétés à retrouver. Donc on commence par jouer un peu par les deux paramètres, epsilon et sigma, pour retrouver la tension de surface. Et on espère qu'en gardant ces deux mêmes paramètres, je vais avoir un bon accord en termes de densité et de diffusion. Donc ça, c'est le phénomène de densification. Donc on veut pouvoir modéliser l'acétone en contact avec les CNT. Donc c'est une simulation qui est aussi relativement simple. J'essaie de vendre un peu les matériaux en disant que c'est simple, vous avez compris. C'est une simulation où on a quelques milliers de billes. Ça dure quelques heures, c'est pas très long, à l'échelle de la dynamique moléculaire. Mais ce qu'on peut mesurer, c'est le tenseur de pression, mesurer la différence entre le tenseur de pression parallèle à la surface et orthogonal à la surface, ce qui va nous définir l'intégration va nous définir la tension de surface. Donc si on mesure cette différence du tenseur de pression le long ici de l'axe Z, on a ce genre de courbe, et cette valeur-là, ces valeurs fitales-là vont nous donner la valeur de la tension de surface. Et à température ambiante, on a une valeur à peu près ici de 25 millionewtons par mètre, qui est en bon accord avec l'expérience. Donc, premier point, on a trouvé un set de paramètres sigma epsilon qui permettent de retrouver la tension de surface de l'acétone. Pour la densité, ça fonctionne bien aussi. Donc, on garde le même set de paramètres et on retrouve une densité qui est un peu élevée, mais qui est dans le bon ordre de grandeur. Dernier point, la diffusion. Là encore, en gardant les mêmes paramètres, on peut calculer en fonction de la température donc le paramètre d'autodiffusion. Et à température ambiante, on a une valeur ici qui est proche de 4,9, 5, ce qui est exactement ce qu'on mesure expérimentalement. Donc là, j'ai eu de la chance peut-être, mais en jouant un peu sur les paramètres sigma et epsilon, on peut modéliser très simplement l'acétone. Donc on a les paramètres pour les CNT, on a les paramètres pour l'acétone. Qu'est-ce qu'on fait? On met les deux ensemble. Mais c'est ce qui tourne actuellement. Dommage. Donc, oui, c'est ça. Donc là, vous avez, il y a seulement deux CNT en présence d'acétone. C'est un premier test de validation. Si vous me réinvitez après l'été, je pourrais vous en dire plus.
Et comme conclusion, donc c'était la conclusion, hein, je n'ai pas de conclusion. C'est pas bon comme présentation, mais je n'ai pas de conclusion. Je voulais juste souligner que je pense que j'ai été confirmé que j'ai été le premier à présenter ce type de séminaire sandwich en 2010. Donc on est en 2016, donc je vous dis à bientôt en 2022 pour la troisième étape. Ou avant.